L'Afrique, berceau de l'humanité. Peuplé d'1 milliard d'habitants, le continent est riche d'une diversité ethnique et culturelle extraordinaire. Mais son histoire reste encore largement méconnue. Cette lacune commence peu à peu à se combler, car au cours des dernières décennies, historiens et archéologues ont fait de prodigieuses découvertes. À défaut de documents écrits, l'histoire de l'Afrique s'est transmise à travers les bijoux et les sculptures, la culture, les traditions et les légendes. Je m'appelle Gus Casely Hayford. J'ai étudié pendant de longues années la civilisation, l'art et l'histoire du continent africain. En tant qu'historien de l'art, j'ai l'habitude de faire parler les objets du passé. Je veux remonter le temps et découvrir ce que sont devenus les anciens royaumes d'Afrique. Mon voyage commence au Soudan, dans le nord de l'Afrique, à la recherche du royaume légendaire de Nubie. À quoi ressemblait la Nubie? Était-ce un État puissant? Quelle fut la cause de son déclin? Pour le découvrir, je quitte Khartoum, la capitale soudanaise, et me dirige vers le nord. Je réalise un rêve de gosse. Cet hélicoptère qui date de Mathusalem va nous faire survoler les sites antiques de Nubie. J'ai un guide fantastique, Mahmoud, qui va les décrypter pour moi. Mahmoud Bachir est archéologue et travaille pour le département soudanais des Antiquités. Il me fait voyager dans les airs, mais aussi dans le temps, puisque nous retournons presque 10 000 ans en arrière, à l'époque où les hommes commencent à se sédentariser et à faire de l'élevage. Nous longeons le Nil. Sans le fleuve, cette région serait un désert. D'en haut, on se rend compte à quel point la bande de terre cultivée est étroite. Nous quittons la vallée verte du Nil en direction du désert. La Nubie est le nom traditionnel de la région située dans le nord du Soudan, près de la frontière égyptienne. Elle est mentionnée pour la première fois par les anciens Égyptiens comme un simple avant-poste, pourvoyeur de trésors, d'esclaves, de danseuses et de lutteurs. La Bible décrit ses habitants comme un peuple de guerriers et de mercenaires. Les Romains tenteront vainement d'en faire la conquête. Pour eux aussi, la Nubie n'est qu'un désert peuplé de barbares. Pourtant, ce royaume nous a légué quelques-uns des monuments les plus impressionnants d'Afrique et du monde, notamment ses imposantes pyramides. De cette civilisation florissante, nous ne savons presque rien. Nous nous approchons d'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Il fait presque 50 degrés. C'est ici, au milieu de nulle part, que commence ma quête. Nous sommes dans le désert de Nubie, à plus de 400 km de Khartoum. 24 000 km² de sable, sans la moindre oasis. À partir d'ici, nous allons continuer en voiture, dans le sable brûlant.
Selon les archéologues, c'est ici qu'est apparue la civilisation nubienne il y a plus de 7000 ans. Quelle chaleur! On se croirait dans un four. On a recensé dans ce désert des centaines de gongs en pierre. Le son est produit uniquement par la pierre, polie à force d'avoir été utilisée comme instrument depuis plus de 7 millénaires, bien avant les Romains et les pharaons. J'imagine que ça s'entend de loin. Oui, de très loin. Ces gongs remplissaient certainement la même fonction que les tam-tams africains actuels, celle de transmettre des messages. Mahmoud veut partager avec moi une découverte toute récente. Je vais te montrer quelque chose d'exceptionnel. Regarde. Incroyable, des vaches. De quand ça date? De 5 ou 6 000 ans avant Jésus-Christ. C'est si vieux que ça? C'est hallucinant. Quand a-t-on découvert ces peintures? En mars 2009, On doit être peu nombreux à les avoir vues. tu es le deuxième, après la mission qui a découvert ce site. Vraiment? Les peintures rupestres sont les plus anciennes formes d'art. Selon les chercheurs, elles ne représentent pas nécessairement le quotidien des hommes, mais plutôt les choses qui avaient le plus de valeur à leurs yeux. Je me demande comment on a pu peindre des vaches en plein désert. On est dans le désert ici? 6 000 ans avant Jésus-Christ, ce n'était pas un désert. Depuis, effectivement, un changement climatique est passé par là. Des études récentes montrent qu'il y a 7000 ans, le Sahara était en grande partie couvert de végétation. Les vallées sèches d'aujourd'hui ont été creusées par de larges fleuves, qui se jetaient jadis dans le Nil, et entre lesquels s'étendaient de vastes pâturages, des savanes, comme celles qu'on trouve aujourd'hui beaucoup plus au sud. Autrefois, cette région était recouverte d'herbes grasses. La végétation y était luxuriante. On y élevait du bétail et y vivaient sûrement des sociétés évoluées. Et aussi des animaux sauvages. Lesquels, par exemple? Si on en croit les peintures, il y avait des lions, des éléphants, des girafes. C'est-à-dire la faune et l'écosystème que l'on connaît aujourd'hui en Afrique subsaharienne. C'est incroyable. Ces peintures le prouvent. Avec un peu d'imagination, on peut se représenter des troupeaux dans cette vallée. La rivière qui coule là-bas et quelqu'un qui peint des dessins sur ce rocher. Oui, c'est prodigieux. Les auteurs de ces peintures étaient peut-être les mêmes que ceux qui jouaient du gong. Le processus de désertification a duré plusieurs milliers d'années. La société d'éleveurs, à l'origine de ces peintures rupestres, a évolué vers une civilisation plus complexe, laquelle a produit quelque chose d'assez spectaculaire, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Nous remontons le Nil vers le nord, à 1100 km de Khartoum, non loin de la frontière égyptienne. Destination, le petit village de Kerma, sur le Nil. Kerma était jadis la capitale du royaume de Kouch, au cœur de la Nubie. Ces 10 dernières années, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une cité imposante datant de 2000 ans avant notre ère.
Kerma est en quelque sorte le prolongement de la société à l'origine des peintures rupestres, mais en mieux organisé. Au cœur de cette cité, trônait un immense édifice en briques d'argile crue, la Defoufa. C'est la plus ancienne construction de ce type en Afrique et l'une des plus grandes. Elle est constituée d'un seul bloc. Ce qui, à l'origine, était une construction humaine, est désormais totalement intégré à l'environnement. Quelle pouvait être sa fonction? C'était certainement un lieu où on accomplissait des rites. Probablement un temple. Nous ignorons quel dieu vénérait les Nubiens, mais selon Mahmoud, ce temple était le pôle d'attraction de la région. De nombreux rois y ont fait bâtir des palais. Nous sommes au sommet de la Defoufa. Tout autour s'étendait la ville administrative de Kerma. Ce sont les fondations? Oui, on a déduit la structure des constructions d'après leur emplacement. D'après les constructions que les archéologues ont mises au jour ces 10 dernières années, Kerma n'était pas une ville résidentielle, mais un lieu de pèlerinage qui attirait les croyants parfois de très loin. Il y a un petit musée consacré à la civilisation nubienne. Les artefacts y sont alignés, numérotés et catalogués, mais on reconnaît leur caractère distinctif. Par exemple, les céramiques. Les habitants de cette partie de l'Afrique ont pratiqué très tôt la poterie, avant les Égyptiens. Les spécialistes exerçaient à Kerma. Ces cruches à la surface polie et aux bords noirs et fins ont été réalisées entièrement à la main. Les artisans n'utilisaient pas de tour de potier. Et cette technique est toujours utilisée 4000 ans plus tard. On en voit partout ici. Ces poteries ne sont pas fabriquées en usine, mais confectionnées par les femmes des villages. Elles ramassent des crottes de chèvre qu'elles mélangent à l'argile. C'est dans un village situé sur la rive opposée du Nil que les femmes fabriquent ces pots magnifiques. Elles nous font une démonstration. C'est une technique extrêmement difficile, aussi exigeante que l'architecture en argile crue de la Defoufa. Le procédé peut paraître archaïque, mais il est parfaitement adapté aux conditions locales. L'argile est rendue poreuse pour que l'évaporation de l'eau rafraîchisse le contenu de la jarre. Il y a plus de 4000 ans, le peuple de Nubie érigeait une grande cité et inventait un art de la céramique encore pratiqué de nos jours dans cette partie de l'Afrique. Mais il n'a laissé aucun document écrit. Heureusement, les fouilles archéologiques menées à Kerma éclairent notre lanterne. C'est ici que les Nubiens de Kerma enterraient leurs morts. Le cimetière a été découvert en 1913 par des Américains. Ils ont fait des découvertes étonnantes. On est dans le cimetière oriental qui faisait partie de Kerma. Nous nous trouvons en bordure d'un immense tumulus de près de 100 mètres de diamètre. Une mystérieuse dalle blanche indique le milieu.
et une sorte de chemin conduit de l'autre côté du tertre. Malgré ses dimensions, il s'agit de la tombe d'une seule personne. Tout autour se trouvent d'autres restes macabres. On a retrouvé des restes de sacrifices humains, Des restes humains? ce qui prouve l'importance de la personne qui est inhumée ici. Combien de sacrifiés? Plus de 300 squelettes humains. Dans la culture nubienne, la mort était assimilée au sommeil. Autour du tumulus, on a retrouvé 322 squelettes, sans doute ceux des courtisans et de la famille du défunt. On ignore si on leur administrait des drogues et s'ils recevaient la mort de leur plein gré. En tout cas, il n'y a aucun signe de violence. Les auteurs des fouilles effectuées ici il y a une centaine d'années pensaient que Kerma était la résidence d'un souverain égyptien. Une supposition erronée, qui puise aux nombreux préjugés de l'époque où elle a été émise, lorsqu'on estimait inimaginable l'existence d'une haute civilisation noire. L'étude scientifique de la Nubie est longtemps demeurée une sous-spécialité de l'égyptologie. Ce n'est que depuis quelques dizaines d'années que des instituts en ont fait un domaine de recherche à part entière, notamment à Berlin et à Paris. Tels des fantômes, les habitants de Kerma se rassemblent autour du temple tous les vendredis soirs. Bien que le royaume de Nubie ait disparu depuis longtemps, il a gardé un fort pouvoir d'attraction. Même pour moi, ces ruines ont désormais un sens. D'une certaine façon, Kerma est le royaume perdu que j'ai toujours rêvé de voir. C'est aussi spectaculaire que tout ce que j'ai pu admirer en Égypte. Kerma témoigne d'une civilisation vieille de 5000 ans, fondée sur une économie rurale, dans laquelle le bétail symbolisait le pouvoir et la richesse. Une constante qui perdure dans les sociétés africaines. L'eau a joué un rôle essentiel dans l'avènement de ce royaume, en rendant les terres grasses et fertiles. À la même époque, les Égyptiens, voisins des Nubiens, doivent mettre au point des techniques d'irrigation pour pallier le manque de bonnes terres. Mais même à ce prix, il leur est beaucoup plus difficile d'obtenir les vertes prairies, que la Nubie possède en abondance grâce aux rivières et affluents du Nil qui la traversent. C'est pourquoi la Nubie est très convoitée par les pharaons. En 1500 avant Jésus-Christ, les Égyptiens envahissent son territoire. Après avoir conquis Kerma, ils remontent le Nil sur 290 km, jusqu'au Djebel Barkal. Cette sorte d'aiguille rocheuse au flanc de la montagne. Tout en haut, on distingue une couronne sur ce qui ressemble à la tête d'un cobra. Je ne vois pas de cobra. Regarde l'aiguille. À son sommet, il y a comme une couronne. Sur les côtés, tu vois la bouche d'un cobra. Et si tu te concentres, tu aperçois une partie de l'œil. Ah oui, maintenant je le vois. Ça a un peu cette forme-là. Ça fait penser à un cobra en train de danser. Et il porte une couronne sur sa tête.
Exactement. Le symbole de la royauté. Les anciens Égyptiens y voient un signe. Ils pensent que cette montagne est la demeure d'Amon, le roi des dieux dans le panthéon égyptien. De quoi justifier leur conquête de la Nubie. Comment les Nubiens ont-ils réagi à la présence des Égyptiens? À l'époque, la Nubie est passée entièrement sous la tutelle des Égyptiens. C'était une sorte de colonisation? Exactement. Les Égyptiens voyaient la Nubie comme une contrée sauvage et barbare. Des hiéroglyphes égyptiens représentent les Nubiens assujettis et considérés comme des citoyens de deuxième ordre. Les Égyptiens l'appelaient la Nubie misérable. La Nubie misérable? Ces mêmes hiéroglyphes témoignent du pillage des richesses de la Nubie par les Égyptiens. Or, ivoire, peau de singe et de léopard et, bien sûr, bétail. Les lutteurs nubiens étaient même envoyés en Égypte pour se donner en spectacle, comme des gladiateurs. Cette représentation des Nubiens sous les traits d'un peuple barbare, orchestrée par la propagande égyptienne, a perduré pendant des milliers d'années. Même le nom actuel de Nubien est péjoratif. Dans un vieux dialecte local, le mot Nuba signifie esclave. Ce soir, Mahmoud et moi assistons à une cérémonie musulmane soufie au Djebel Barkal. Les fidèles honorent les rites instaurés par un cheikh local, inhumé dans un sanctuaire au pied de la montagne sacrée. La mystique soufie a accéléré la conversion à l'islam du Soudan à la fin du Moyen-Âge, en adaptant certaines traditions culturelles régionales. Bien que la cérémonie soit islamique, il en émane des impressions fugitives d'usages religieux plus anciens. Dans la clarté de l'aube, au sommet de la montagne, avec vue sur le temple égyptien et le sanctuaire soufi, je suis saisi par le sentiment de continuité qui semble régner ici. On sent que c'est un lieu à part. Quand j'entends les soufis jouer ces rythmes répétitifs, je repense aux gongs. Ces récitations de prières, ces incantations, ces pensées convoquent des choses qui remontent à plusieurs générations, à plusieurs millénaires, et qui sont restées chères au cœur des habitants de ce pays. Les événements qui ont suivi l'occupation égyptienne illustre effectivement la résistance de la civilisation nubienne. La Nubie ne resta que quelques siècles sous la domination de l'Égypte. Puis, selon Mahmoud, les Nubiens se seraient vengés de leur envahisseur. Au milieu de ces majestueux vestiges égyptiens, j'avoue que j'ai du mal à le croire.
Ce temple fut construit en 700 avant Jésus-Christ par un souverain nubien du nom de Taharqa. Mais celui-ci était aussi un pharaon d'Égypte, issu d'une dynastie qui régna pendant un siècle sur un territoire allant du Haut-Nil à l'actuel Liban. Pour honorer l'unification de ces deux royaumes, dans le sanctuaire du temple, il plaça d'un côté les dieux nubiens, de l'autre les dieux égyptiens. De découvertes récentes, ces statues reflètent à la fois la fierté et l'ambition des Nubiens. Ils régnaient sur l'ensemble du territoire nubien jusqu'en Égypte, au nord. D'où les deux serpents qui ornent leur parure de tête. Un pour la Nubie, l'autre pour l'Égypte. Et la preuve qu'ils constituaient une menace pour les Égyptiens, c'est qu'on leur a coupé la tête. Même s'il n'a pas réussi à asservir les Égyptiens, le royaume de Nubie a perduré durant des siècles, enterrant ses rois dans des pyramides, comme les pharaons. On trouve d'ailleurs au Soudan plus de pyramides qu'en Égypte. Pour autant, leur forme est différente. Il ne s'agit donc pas de vulgaires imitations. Bien au contraire, c'est au tour des Nubiens d'afficher leur nouvelle splendeur. Mais ils doivent affronter un autre ennemi. À l'époque de Taharqa, en 700 avant notre ère, les températures ne cessent d'augmenter. Le désert a déjà englouti Kerma et atteint désormais le Djebel Barkal. La montagne sacrée reste un centre religieux, mais face à l'avancée du désert, la capitale du royaume de Nubie est transférée à 560 km au sud, en amont du Nil, à Méroé. Palais et temples témoignent de la renaissance de l'empire nubien à Méroé, jadis une ville entourée d'une végétation luxuriante. La civilisation méroïtique connaît son apogée entre 700 avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère. Bien que l'influence égyptienne soit indéniable, certains objets évoquent des croyances typiquement nubiennes. Ainsi, la forme de ce temple s'inspire de l'architecture des pharaons. Mais les motifs qui ornent ces murs expriment une vision du monde qui n'a rien d'égyptien. En 200 avant Jésus-Christ, le dieu égyptien Horus est relégué au dernier rang. Amon lui-même se retrouve au deuxième plan, derrière un dieu guerrier nubien, Apadémak. Celui-ci a un rang plus élevé, et il est représenté en train de remettre le symbole de la souveraineté au roi de Nubie. Mahmoud me conduit sur un site remarquable du Soudan. La nécropole dans laquelle les rois de Nubie étaient inhumés à l'intérieur de leurs pyramides. Ici encore, tout indique un retour au mode de vie traditionnel. On voit deux rangées de bétail, en haut et en bas du mur. Il y a toute une rangée de bovins qui va de droite à gauche. Si on en croit l'échelle des dessins, les vaches étaient plus importantes que les hommes. 700 ans après être tombés sous le joug de l'Égypte, les Nubiens de Méroé semblent avoir renoué avec leurs véritables racines africaines. Des racines qu'ils partagent encore aujourd'hui avec d'autres peuples du sud de l'Afrique.
Il est temps de quitter les ruines et de visiter la partie habitée de Méroé. On nous a trouvé un mode de transport royal. C'est à Méroé-ville que Mahmoud effectue le plus gros de ses recherches. Sa spécialité est l'histoire du commerce du fer. De nombreux procédés anciens ont traversé les siècles. On forge le métal en fusion depuis des milliers d'années. Pour fabriquer des outils agricoles, par exemple. On suppose que la métallurgie du fer est née en Afrique, au plus tard durant le premier millénaire avant notre ère, ce qui correspond à peu près à l'âge du fer en Europe. Plusieurs archéologues pensent que la technique de la fabrication du fer a été inventée ici, à Méroé, avant de se répandre dans le reste de l'Afrique. Certains surnomment même Méroé le Birmingham de l'Afrique antique. Méroé devient un centre industriel d'une relative importance, qui produit du fer en grande quantité. Le royaume de Nubie n'est pas du tout le pays barbare décrit par les auteurs de l'Antiquité. Au IIe siècle avant notre ère, l'écriture s'y développe. Mais si les chercheurs en ont depuis longtemps déchiffré l'alphabet, la langue elle-même reste incompréhensible. Nous savons cependant que cette civilisation africaine a existé pendant 3 millénaires et qu'elle égala celle des pharaons. On pense que Méroé a pu se développer librement durant tout ce temps, grâce au désert au nord qui protégeait la ville d'une invasion des Égyptiens, ses seuls véritables ennemis. Mais le désert poursuit son inexorable avancée. Après les Nubiens de Kerma, victimes du changement climatique, ceux de Méroé sont frappés à leur tour par la disparition des pâturages. Des animaux, adaptés aux conditions désertiques, font leur apparition. Les dromadaires sont domestiqués en Arabie dès le premier millénaire avant Jésus-Christ. Leur introduction plus tardive en Nubie coïncide avec l'émergence d'une nouvelle culture dans le Sahara oriental. Mahmoud pense que le déclin de Méroé est dû à l'abandon de ses routes de commerce par les nomades. Cette caravane se dirige vers les grands marchés de dromadaires en Égypte du Sud. S'agit-il de descendants des Nubiens? Ou bien certains ont-ils émigré plus au sud en quête d'eau et de pâturage? Qu'est devenu le peuple de Nubie? Je me rends dans le sud pour le découvrir. C'est magnifique toute cette verdure. Ça rappelle Kerma à son âge d'or. Pas seulement les habitations ou le mode d'agriculture, mais ce paysage, cette végétation. Au sud de Kerma, l'agriculture bénéficie encore de précipitations régulières. La frontière entre terres arides et fertiles est restée une source de conflits, comme au temps des Égyptiens et des Nubiens, il y a 3500 ans. Ce sont des véhicules de l'ONU qui partent pour le Darfour. C'est incroyable de constater que cette région est toujours agitée par les mêmes problématiques de nourriture, de ressources et de pouvoir. Les récents combats au Darfour, dans l'ouest du Soudan, ont pour principale origine les terres et les droits de pâturage que se disputent nomades et fermiers. De tout temps, les hommes se sont battus pour ces terres. L'histoire se répète d'un siècle à l'autre. Voici les monts Nuba.
La tribu qui vit là pense qu'elle descend des habitants de l'ancien royaume de Nubie. Je suis avec Shaza Rahal, qui a fait ses études en Grande-Bretagne et qui appartient à une famille locale régnante. Son oncle est le chef du village. Je suis accueilli comme un invité de marque. Mes hôtes exécutent une danse ancienne. Moi, je préfère m'abstenir. Je ne sais pas danser ça. أنا اسمي محمود إبراهيم تولي. Il dit qu'il descend d'une dynastie royale et que les Nubas sont arrivés ici il y a très longtemps. Combien de temps à peu près? Deux rangées de bétail, en haut et en bas du mur. Il y a toute une rangée de bovins qui va de droite à gauche. Si on en croit l'échelle des dessins, les vaches étaient plus importantes que les hommes. 700 ans après être tombés sous le joug de l'Égypte, les Nubiens de Méroé semblent avoir renoué avec leurs véritables racines africaines. Des racines qu'ils partagent encore aujourd'hui avec d'autres peuples du sud de l'Afrique. Il est temps de quitter les ruines et de visiter la partie habitée de Méroé. On nous a trouvé un mode de transport royal. C'est à Méroé-Ville que Mahmoud effectue le plus gros de ses recherches. Sa spécialité est l'histoire du commerce du fer. De nombreux procédés anciens ont traversé les siècles. On forge le métal en fusion depuis des milliers d'années Pour fabriquer des outils agricoles, par exemple. On suppose que la métallurgie du fer est née en Afrique, au plus tard durant le premier millénaire avant notre ère, ce qui correspond à peu près à l'âge du fer en Europe. Plusieurs archéologues pensent que la technique de la fabrication du fer a été inventée ici, à Méroé, avant de se répandre dans le reste de l'Afrique. Certains surnomment même Méroé le Birmingham de l'Afrique antique. Méroé devient un centre industriel d'une relative importance, qui produit du fer en grande quantité. Le royaume de Nubie n'est pas du tout le pays barbare décrit par les auteurs de l'Antiquité. Au IIe siècle avant notre ère, l'écriture s'y développe. Mais si les chercheurs en ont depuis longtemps déchiffré l'alphabet, la langue elle-même reste incompréhensible. Nous savons cependant que cette civilisation africaine a existé pendant 3 millénaires et qu'elle égala celle des pharaons. On pense que Méroé a pu se développer librement durant tout ce temps, grâce au désert au nord qui protégeait la ville d'une invasion des Égyptiens, ses seuls véritables ennemis. Mais le désert poursuit son inexorable avancée. De découvertes récentes, ces statues reflètent à la fois la fierté et l'ambition des Nubiens. Ils régnaient sur l'ensemble du territoire nubien jusqu'en Égypte, au nord.
D'où les deux serpents qui ornent leur parure de tête. Un pour la Nubie, l'autre pour l'Égypte. Et la preuve qu'ils constituaient une menace pour les Égyptiens, c'est qu'on leur a coupé la tête. Même s'il n'a pas réussi à asservir les Égyptiens, le royaume de Nubie a perduré durant des siècles, enterrant ses rois dans des pyramides, comme les pharaons. On trouve d'ailleurs au Soudan plus de pyramides qu'en Égypte. Pour autant, leur forme est différente. Il ne s'agit donc pas de vulgaires imitations. Bien au contraire, c'est au tour des Nubiens d'afficher leur nouvelle splendeur. Mais ils doivent affronter un autre ennemi. À l'époque de Taharqa, en 700 avant notre ère, les températures ne cessent d'augmenter. Le désert a déjà englouti Kerma et atteint désormais le Djebel Barkal. La montagne sacrée reste un centre religieux, mais face à l'avancée du désert, la capitale du royaume de Nubie est transférée à 560 km au sud, en amont du Nil, à Méroé. Palais et temples témoignent de la renaissance de l'empire nubien à Méroé, jadis une ville entourée d'une végétation luxuriante. La civilisation méroïtique connaît son apogée entre 700 avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère. Bien que l'influence égyptienne soit indéniable, certains objets évoquent des croyances typiquement nubiennes. Ainsi, la forme de ce temple s'inspire de l'architecture des pharaons. Mais les motifs qui ornent ces murs expriment une vision du monde qui n'a rien d'égyptien. En 200 avant Jésus-Christ, c'est une technique extrêmement difficile, aussi exigeante que l'architecture en argile crue de la Défoufa. Le procédé peut paraître archaïque, mais il est parfaitement adapté aux conditions locales. L'argile est rendue poreuse pour que l'évaporation de l'eau rafraîchisse le contenu de la jarre. Il y a plus de 4000 ans, le peuple de Nubie érigeait une grande cité et inventait un art de la céramique encore pratiqué de nos jours dans cette partie de l'Afrique. Mais il n'a laissé aucun document écrit. Heureusement, les fouilles archéologiques menées à Kerma éclairent notre lanterne. C'est ici que les Nubiens de Kerma enterraient leurs morts. Le cimetière a été découvert en 1913 par des Américains. Ils ont fait des découvertes étonnantes. On est dans le cimetière oriental qui faisait partie de Kerma. Nous nous trouvons en bordure d'un immense tumulus de près de 100 mètres de diamètre. Une mystérieuse dalle blanche indique le milieu, et une sorte de chemin conduit de l'autre côté du tertre. Malgré ses dimensions, il s'agit de la tombe d'une seule personne. Tout autour se trouvent d'autres restes macabres. On a retrouvé des restes de sacrifices humains, Des restes humains? ce qui prouve l'importance de la personne qui est inhumée ici. Combien de sacrifiés? Plus de 300 squelettes humains. Dans la culture nubienne, la mort était assimilée au sommeil. Autour du tumulus, on a retrouvé 322 squelettes, sans doute ceux des courtisans et de la famille du défunt. On ignore si on leur administrait des drogues et s'ils recevaient la mort de leur plein gré. En tout cas, il n'y a aucun signe de violence. Les auteurs des fouilles effectuées ici il y a une centaine d'années pensaient que Kerma était la résidence d'un souverain égyptien. Une supposition erronée.
qui puise aux nombreux préjugés de l'époque où elle a été émise, lorsqu'on estimait inimaginable l'existence d'une haute civilisation noire. L'étude scientifique de la Nubie est longtemps demeurée une sous-spécialité de l'égyptologie. Ce n'est que depuis quelques dizaines d'années que des instituts en ont fait un domaine de recherche à part entière, notamment à Berlin et à Paris. Tels des fantômes, les habitants de Kerma se rassemblent autour du temple tous les vendredis soirs. Bien que le royaume de Nubie ait disparu depuis longtemps, il a gardé un fort pouvoir d'attraction. On nous a trouvé un mode de transport royal. C'est à Méroéville que Mahmoud effectue le plus gros de ses recherches. Sa spécialité est l'histoire du commerce du fer. De nombreux procédés anciens ont traversé les siècles. On forge le métal en fusion depuis des milliers d'années. Pour fabriquer des outils agricoles, par exemple. On suppose que la métallurgie du fer est née en Afrique, au plus tard durant le premier millénaire avant notre ère, ce qui correspond à peu près à l'âge du fer en Europe. Plusieurs archéologues pensent que la technique de la fabrication du fer a été inventée ici, à Méroé, avant de se répandre dans le reste de l'Afrique. Certains surnomment même Méroé le Birmingham de l'Afrique antique. Méroé devient un centre industriel d'une relative importance, qui produit du fer en grande quantité. Le royaume de Nubie n'est pas du tout le pays barbare décrit par les auteurs de l'Antiquité. Au IIe siècle avant notre ère, l'écriture s'y développe. Mais si les chercheurs en ont depuis longtemps déchiffré l'alphabet, la langue elle-même reste incompréhensible. Nous savons cependant que cette civilisation africaine a existé pendant 3 millénaires et qu'elle égala celle des pharaons. On pense que Méroé a pu se développer librement durant tout ce temps, grâce au désert au nord qui protégeait la ville d'une invasion des Égyptiens, ses seuls véritables ennemis. Mais le désert poursuit son inexorable avancée. Après les Nubiens de Kerma, victimes du changement climatique, ceux de Méroé sont frappés à leur tour par la disparition des pâturages. Des animaux, adaptés aux conditions désertiques, font leur apparition. Les dromadaires sont domestiqués en Arabie dès le premier millénaire avant Jésus-Christ. Leur introduction plus tardive en Nubie coïncide avec l'émergence d'une nouvelle culture dans le Sahara oriental. Mahmoud pense que le déclin de Méroé est dû à l'abandon de ses routes de commerce par les nomades. Cette caravane se dirige vers les grands marchés de dromadaires en Égypte du Sud. Certains objets évoquent des croyances typiquement nubiennes. Ainsi, la forme de ce temple s'inspire de l'architecture des pharaons. Mais les motifs qui ornent ces murs expriment une vision du monde qui n'a rien d'égyptien. En 200 avant Jésus-Christ, le dieu égyptien Horus est relégué au dernier rang. Amon lui-même se retrouve au deuxième plan, derrière un dieu guerrier nubien, Apadémaque. Celui-ci a un rang plus élevé et il est représenté en train de remettre le symbole de la souveraineté au roi de Nubie. Mahmoud me conduit sur un site remarquable du Soudan. La nécropole dans laquelle les rois de Nubie étaient inhumés à l'intérieur de leurs pyramides.
Ici encore, tout indique un retour au mode de vie traditionnel. On voit 2 rangées de bétail, en haut et en bas du mur. Il y a toute une rangée de bovins qui va de droite à gauche. Si on en croit l'échelle des dessins, les vaches étaient plus importantes que les hommes. 700 ans après être tombés sous le joug de l'Égypte, les Nubiens de Méroé semblent avoir renoué avec leurs véritables racines africaines. Des racines qu'ils partagent encore aujourd'hui avec d'autres peuples du sud de l'Afrique. Il est temps de quitter les ruines et de visiter la partie habitée de Méroé. On nous a trouvé un mode de transport royal. C'est à Méroé-ville que Mahmoud effectue le plus gros de ses recherches. Sa spécialité est l'histoire du commerce du fer. De nombreux procédés anciens ont traversé les siècles. On forge. Dans la clarté de l'aube, au sommet de la montagne, avec vue sur le temple égyptien et le sanctuaire soufi, je suis saisi par le sentiment de continuité qui semble régner ici. On sent que c'est un lieu à part. Quand j'entends les soufis jouer ces rythmes répétitifs, je repense au gong. Ces récitations de prières, ces incantations, ces pensées convoquent des choses qui remontent à plusieurs générations, à plusieurs millénaires, et qui sont restées chères au cœur des habitants de ce pays. Les événements qui ont suivi l'occupation égyptienne illustre effectivement la résistance de la civilisation nubienne. La Nubie ne resta que quelques siècles sous la domination de l'Égypte. Puis, selon Mahmoud, les Nubiens se seraient vengés de leur envahisseur. Au milieu de ces majestueux vestiges égyptiens, j'avoue que j'ai du mal à le croire. Ce temple fut construit en 700 avant Jésus-Christ par un souverain nubien du nom de Taharqa. Mais celui-ci était aussi un pharaon d'Égypte, issu d'une dynastie qui régna pendant un siècle sur un territoire allant du Haut-Nil à l'actuel Liban. Pour honorer l'unification de ces deux royaumes, dans le sanctuaire du temple, il plaça d'un côté les dieux nubiens, de l'autre les dieux égyptiens. De découvertes récentes, ces statues reflètent à la fois la fierté et l'ambition des Nubiens. Ils régnaient sur l'ensemble du territoire nubien jusqu'en Égypte, au nord. D'où les deux serpents qui ornent leur parure de tête. Un pour la Nubie, industrielle d'une relative importance, qui produit du fer en grande quantité. Le royaume de Nubie n'est pas du tout le pays barbare décrit par les auteurs de l'Antiquité. Au IIe siècle avant notre ère, l'écriture s'y développe. Mais si les chercheurs en ont depuis longtemps déchiffré l'alphabet, la langue elle-même reste incompréhensible.
Nous savons cependant que cette civilisation africaine a existé pendant 3 millénaires et qu'elle égala celle des pharaons. On pense que Méroé a pu se développer librement durant tout ce temps, grâce au désert au nord qui protégeait la ville d'une invasion des Égyptiens, ses seuls véritables ennemis. Mais le désert poursuit son inexorable avancée. Après les Nubiens de Kerma, victimes du changement climatique, ceux de Méroé sont frappés à leur tour par la disparition des pâturages. Des animaux adaptés aux conditions désertiques font leur apparition. Les dromadaires sont domestiqués en Arabie dès le 1er millénaire avant Jésus-Christ. Leur introduction plus tardive en Nubie coïncide avec l'émergence d'une nouvelle culture dans le Sahara oriental. Mahmoud pense que le déclin de Méroé est dû à l'abandon de ses routes de commerce par les nomades. Cette caravane se dirige vers les grands marchés de dromadaires en Égypte du Sud. S'agit-il de descendants des Nubiens? Ou bien certains ont-ils émigré plus au sud en quête d'eau et de pâturage? Qu'est devenu le peuple de Nubie? Je me rends dans le sud pour le découvrir. C'est magnifique toute cette verdure. Ça rappelle Kerma à son âge d'or. Pas seulement les habitations ou le mode d'agriculture, mais ce paysage, cette végétation. Au sud de Kerma, l'agriculture bénéficie encore de précipitations régulières. La frontière entre terres arides et fertiles est restée une source de conflits, comme au temps des Égyptiens et des Nubiens, il y a 3500 ans. Ce sont des véhicules de l'ONU qui partent pour le Darfour. C'est incroyable de constater que cette région est toujours agitée par les mêmes problématiques de nourriture, de ressources et de pouvoir. Mais ils doivent affronter un autre ennemi. À l'époque de Taharqa, en 700 avant notre ère, les températures ne cessent d'augmenter. Le désert a déjà englouti Kerma et atteint désormais le Djebel Barkal. La montagne sacrée reste un centre religieux, mais face à l'avancée du désert, la capitale du royaume de Nubie est transférée à 560 km au sud, en amont du Nil, à Méroé. Palais et temples témoignent de la renaissance de l'empire nubien à Méroé, jadis une ville entourée d'une végétation luxuriante. La civilisation méroïtique connaît son apogée entre 700 avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère. Bien que l'influence égyptienne soit indéniable, certains objets évoquent des croyances typiquement nubiennes. Ainsi, la forme de ce temple s'inspire de l'architecture des pharaons. Mais les motifs qui ornent ces murs expriment une vision du monde qui n'a rien d'égyptien. En 200 avant Jésus-Christ, le dieu égyptien Horus est relégué au dernier rang. Amon lui-même se retrouve au 2e plan, derrière un dieu guerrier nubien, Apadémak. Celui-ci a un rang plus élevé, et il est représenté en train de remettre le symbole de la souveraineté au roi de Nubie. Mahmoud me conduit sur un site remarquable du Soudan.
la nécropole dans laquelle les rois de Nubie étaient inhumés à l'intérieur de leurs pyramides. Ici encore, tout indique un retour au mode de vie traditionnel. On voit deux rangées de bétail, en haut et en bas du mur. Il y a toute une rangée de bovins qui va de droite à gauche. Tout indique un retour au mode de vie traditionnel. On voit deux rangées de bétail, en haut et en bas du mur. Il y a toute une rangée de bovins qui va de droite à gauche. Si on en croit l'échelle des dessins, les vaches étaient plus importantes que les hommes. 700 ans après être tombés sous le joug de l'Égypte, les Nubiens de Méroé semblent avoir renoué avec leurs véritables racines africaines. Des racines qu'ils partagent encore aujourd'hui avec d'autres peuples du sud de l'Afrique. Il est temps de quitter les ruines et de visiter la partie habitée de Méroé. On nous a trouvé un mode de transport royal. C'est à Méroé-ville que Mahmoud effectue le plus gros de ses recherches. Sa spécialité est l'histoire du commerce du fer. De nombreux procédés anciens ont traversé les siècles. On forge le métal en fusion depuis des milliers d'années. Pour fabriquer des outils agricoles, par exemple. On suppose que la métallurgie du fer est née en Afrique, au plus tard durant le premier millénaire avant notre ère, ce qui correspond à peu près à l'âge du fer en Europe. Plusieurs archéologues pensent que la technique de la fabrication du fer a été inventée ici, à Méroé, avant de se répandre dans le reste de l'Afrique. Certains surnomment même Méroé le Birmingham de l'Afrique antique. Méroé devient un centre industriel d'une relative importance, qui produit du fer en grande quantité. Le royaume de Nubie n'est pas du tout le pays barbare décrit par les auteurs de l'Antiquité. Au IIe siècle avant notre ère, l'écriture s'y développe. Mais si les chercheurs en ont depuis longtemps déchiffré l'alphabet, la langue elle-même reste incompréhensible. Nous savons cependant que cette civilisation africaine a existé pendant 3 millénaires et qu'elle égala celle des pharaons. On pense que Méroé a pu se développer librement durant tout ce temps, grâce au désert au nord qui protégeait la ville d'une invasion.